jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Un peu plus fort. Vous êtes un peu timide, hein? Faut y aller, hein? Bah oui. Tu vois, on n'a pas envie de s'arrêter. Merci à toutes et à tous d'être présents, nombreux, encore plus nombreux que l'année dernière. Merci à tous les intervenants. Merci Bernard. Merci à Bernard Cazeneuve par cet hommage magnifique à Robert Badinter. Je souhaitais que ce soit une voix puissante, une voix forte, une voix sincère, qui soit à la hauteur de Robert Badinter. Et Bernard, bien sûr, nous a fait cet éloge avec tact, avec élégance et avec force. Merci. Vous l'avez vu, c'est une journée, c'est une 5e édition. Et Brahms a vraiment changé de configuration. Certains s'en rappellent, en 2021, nous nous étions réunis pour fêter la victoire. Nous avions eu la chance avec ma majorité, grâce à notre travail, mais surtout grâce à votre soutien, à être les mieux réélus de France, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas de fatalité. Parce que je vous rappelle, en 2021, on nous avait pronostiqué qu'il y aurait peu de régions qui resteraient à gauche. Il devait y avoir qu'une, c'était l'Occitanie, et nous devions être les moins bien réélus de France. Voilà. Et c'est ensemble que nous avions été les mieux réélus de France, passant devant les scores de certains collègues présidents de régions de droite. Et puis, c'était un moment festif. Puis nous avons compris en 2022 qu'il était absolument nécessaire de donner à Brahms cette dimension de la gauche humaniste, universaliste, qui reste fidèle et surtout qui construit l'avenir et qui amène une vraie alternative au désespoir des citoyennes de notre pays et qui aujourd'hui se tourne trop souvent vers les votes extrêmes. Alors je tiens à dire merci à tous les bénévoles, merci à mon équipe, parce que cette journée, c'est un travail d'équipe. Merci à Kamel et Claudie, merci à Pierre, à toutes celles et à tous ceux qui sont intervenus aussi avec talent. Ce matin, dans des tables rondes où de nombreux participants, vous m'avez dit super ces tables rondes. On a entendu des propos intéressants, des engagements, des solutions. Bravo donc à toutes et à tous et merci. Et puis aujourd'hui, bien sûr, c'est un hommage tout particulier à Damien Alary, qui a été mon prédécesseur à la tête de la région Languedoc-Roussillon, que nous avons accompagné il y a de ça quelques semaines pour la dernière fois, que nous avons accompagné physiquement pour la dernière fois, mais moralement, nous sommes toujours avec lui. Et j'ai eu hier sa famille, puisque c'était la Saint-Damien. Et sa famille nous dit à quel point il aurait été heureux. Son épouse et son fils m'ont dit combien vous serez d'eux-mêmes. Je leur ai dit on ne sera pas loin des 2500. Et ils m'ont dit, tous les deux, avec des mots différents, mais qu'il aurait été content et
que de là où il est, voilà, il nous a donné cette énergie, cette fidélité pour rester fidèle à la République en commun, fidèle à la gauche républicaine, à la gauche de la croissance durable. Et en 2022, il était à mes côtés, à nos côtés. Alors Damien, c'est pour toi aussi cette journée. Cette 5e édition des rencontres de la gauche, ici à Bram, en fait, se déroule dans un contexte particulièrement inédit. Un climat politique très particulier à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, qui nous demande sang-froid, courage et volontarisme politique. Parce que nous devons avoir un regard lucide. Et c'est ce que nous devons, toutes et tous, incarner, ce regard lucide sur l'état du monde, sur l'état de notre pays, sur les attentes des Français, de nos concitoyens. Nous devons donc conjuguer un regard sur l'état du monde et sur l'état de la France. Parce que être de gauche, être plus largement républicain, c'est être lucide et lutter contre le déni. Partir du réel pour aller à l'idéal, c'est ce que Jaurès nous a constamment rappelé. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les populistes réécrire le réel. Réécrire le réel, c'est attaquer la vérité. C'est bien sûr l'exemple de la campagne de Trump, où les fake news se sont succédées les unes aux autres et où on a entendu le président des États-Unis indiquer que le paracétamol était à l'origine de l'autisme. C'est cette falsification de la vérité qui est très dangereuse pour nos démocraties. Mais nous pourrions rappeler qu'en France, cette falsification de la vérité, elle existe depuis longtemps. Et l'extrême droite, le Rassemblement national, quand il lie insécurité et immigration, c'est cela qu'ils font. La falsification de la vérité et le jeu sur les peurs. Et c'est pourquoi nous devons être toujours être très attentifs à ce qu'il y ait la vérité et la réalité, même quand le réel nous fait mal, ne correspond pas à nos valeurs. Parce que pour comprendre les ressorts du vote pour les extrêmes, c'est à partir de la compréhension de ce désespoir, de ce renoncement à l'idéal républicain que nous pouvons apporter des solutions. Parce qu'il y a une offensive sans précédent dans notre monde contre les idées de la démocratie et contre les idées de progrès. Alors bien sûr, il y a des attaques contre la vérité, il y a bien sûr des attaques militaires, les drones russes qui survolent plusieurs espaces aériens de pays européens. Nous avons aussi les attaques économiques, que ce soit les droits de douane avec Donald Trump, que ce soit aussi le dumping social chinois. Sur les droits de douane américains, je pense tout particulièrement aux vignerons et à cette terre, pas très loin d'ici, calcinée, qui a connu des terribles incendies, les plus grands incendies de France depuis 50 ans, et que nous allons rebâtir ensemble avec, bien sûr, la profession agricole, la profession viticole, avec le conseil départemental. Et Hélène était là ce matin, présente, dans les bons, et j'étais à ses côtés dans les moments plus difficiles
début août. Nous allons rebâtir tout cela, nous en avons besoin pour redonner espoir. Parce que attaquer la démocratie, attaquer les notions de progrès, c'est attaquer l'Europe. Et notre modèle européen est attaqué, cela a été très bien expliqué dans le débat de Éric Orsena et Alain Bauer, parce que, en effet, les populistes sont à l'œuvre à l'échelle internationale. Elles sont aussi au niveau européen. Orban en Hongrie, Meloni en Italie. Je vais m'arrêter quelques secondes sur Meloni en Italie, parce que dans la rhétorique qui est développée par l'extrême droite, souvent on nous cite, regardez l'Italie. Giorgia Meloni, ce n'est pas le chaos. Les résultats économiques sont même encourageants. Alors j'ai souhaité en discuter et y travailler avec Enrico Letta, qui était intervenu l'année dernière aux rencontres de la gauche. Et Enrico me faisait remarquer, en tant qu'ancien Premier ministre, un point très important. C'est que Giorgia Meloni applique strictement une politique économique parfaitement conforme à ce que demande la présidente de la Commission européenne. C'est-à-dire les Italexit qu'elle avait promis lors de sa campagne, le fait que l'Italie serait loin du joug européen, eh bien, il y a tromperie. Il y a tromperie parce qu'aujourd'hui, Meloni s'exécute docilement vis-à-vis de tous les ordres, de toutes les consignes qui sont données par la Commission européenne. Et ce n'est pas une politique d'extrême droite qui s'applique en matière économique, c'est une politique libérale. En revanche, sur les questions de société, c'est la famille naturelle en Italie qui est mise en avant. Voulant restreindre le droit à l'avortement pour les femmes, voulant restreindre le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. C'est bien sûr aussi la liberté de la presse muselée et l'indépendance de la justice abîmée. Et c'est pourquoi nous devons être conscients que les populistes peuvent avoir un visage, une esthétique, je dirais même une cosmétique avenante, mais le fond est toujours le même, profondément dangereux. Et puis, bien sûr, populistes au sein de l'Europe, nous pouvons citer le clan Le Pen, que ce soit la fille ou que ce soit le gendre. Eh bien, là, nous avons les populistes. Alors, nous devons nous battre pour l'Europe, pour la démocratie, pour le progrès, pour la République. Une Europe avec une souveraineté industrielle, énergétique, alimentaire, une souveraineté aussi de la défense. Et c'est ce travail que nous devons continuer, qui a été initié dans cette belle campagne derrière Raphaël Glucksmann et à travers les nombreux députés européens qui sont présents ici. Et je tiens à le dire, que l'Europe doit constituer toujours notre idéal et notre avenir. Bien sûr, dans l'ensemble de ces menaces, je ne passerai pas sous silence les terribles guerres. Je pense bien sûr à la guerre en Ukraine et à la nécessité de toujours soutenir le peuple ukrainien. Je pense bien sûr aussi au terrible conflit israélo-palestinien. Et que nous avons entendu Elias Sambas et Eli Bernavi, eh bien oui, c'est cette solution que nous devons défendre. Nous devons défendre inlassablement la solution à deux États. Nous devons défendre inlassablement l'arrêt des massacres à Gaza et la libération des otages. C'est cette position-là que nous devons avoir. Cet appel à deux voix, c'est pour faire en sorte que les peuples israéliens et palestiniens puissent vivre en sécurité et en paix. Et c'est pourquoi nous devons
rappeler notre opposition absolue au terrorisme et toujours savoir qualifier le 7 octobre comme un terrible attentat terroriste et le Hamas comme une organisation terroriste. Mais je sais aussi combien il y a de personnes dans cette assemblée et au-delà, et combien il y a d'Israéliens qui souffrent de voir les méfaits de ce gouvernement d'extrême droite. Et il est nécessaire aussi de soutenir toutes celles et tous ceux qui veulent un autre gouvernement pacifique, un autre gouvernement qui veut une solution à 2 États pour Israël. C'est cela que nous devons porter avec courage, avec constance et avec force. Pour contrer la montée des populismes, pour contrer les populistes et pour avoir une démocratie sociale en Europe, il est nécessaire de bâtir une France plus juste et une France reconnue. Une France plus juste. C'est ce que nous disent nos concitoyens, c'est ce que vous nous dites. Aujourd'hui, après 8 ans de la présidence d'Emmanuel Macron, les inégalités ne se sont jamais autant creusées entre les pauvres et les riches. Après 8 ans de présidence d'Emmanuel Macron, il y a ce sentiment que plus rien n'est possible pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pourquoi nous devons rétablir la justice. Et bien sûr, la question de la justice fiscale. C'est le sens des manifestants du 18 septembre, et ça sera aussi le sens des manifestations du 2 octobre. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une France plus juste. Nous ne pouvons pas continuer à voir les ultra-riches s'enrichir encore plus et avoir les fins de mois de plus en plus difficiles de la part des salariés ou de la part de ceux pour qui la vie a été rude. Aujourd'hui, les Français sont conscients de notre situation budgétaire où nous sommes passés en 4 ans des intérêts de la dette de 30 milliards à 60 milliards. Et cela est lié essentiellement aux cadeaux pour les plus nantis. Les Français, en effet, recherchent une plus grande justice fiscale, une plus grande justice sociale. La question de l'école, qui n'a plus les moyens de remplir ce rôle, et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais aussi la question des salaires, la question du logement. Et c'est pourquoi il était essentiel, dans le budget présenté par les socialistes, qu'il y ait la question de l'allègement de la CSG pour permettre d'avoir, à la fin de la feuille de paie, plus de pouvoir d'achat. C'est essentiel dans notre pays que le travail paie, parce que nous savons que le travail, c'est ce qui permet de consolider une nation et c'est ce qui permet d'émanciper une population, mais à la condition que ce travail donne une dignité par la rémunération. Et c'est pourquoi nous devons défendre l'augmentation des plus bas salaires. Nous devons aussi défendre la relance de la croissance. Et cela est indispensable par un investissement massif qui répondra à une demande sociale sur la question des logements comme sur la question des infrastructures de transport décarbonées. Et puis, bien sûr, à travers la croissance, c'est la création de richesses et donc la condition pour un meilleur partage de la richesse. Dans cette situation, des économies aussi seront indispensables. Nous avons aussi cette responsabilité. Mais les économies ne doivent pas être faites sur le détriment des plus faibles. Et puis, c'est cela que nous devons porter. Nous avons besoin, en effet, d'avoir aussi une France reconnue. Alors, une France reconnue, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire des Français qui ne sont pas méprisés, des Français pour qui nous avons de l'attention. Nous devons être à l'écoute.
Aujourd'hui, les Français se sentent méprisés, n'ont pas été écoutés à travers le vote de juillet 2024. Les syndicats ne sont pas écoutés, malgré des propositions en responsabilité. Les cahiers de doléances, après les gilets jaunes, ils ont été balayés. Et ce sentiment de mépris, le peuple n'en veut plus. Et le peuple ne veut plus non plus le duo perpétuel, le choix entre macronisme ou le clan Le Pen. Alors aujourd'hui, nous devons construire une vraie alternative, parce que nous sommes dans un moment grave, dans un moment de vérité. Et c'est nous, la gauche, qui devons incarner, assumer en responsabilité cette alternative au sentiment de désespoir du peuple qui, trop souvent, se résigne ou parfois aussi souvent vote aux extrêmes. Nous devons incarner cette gauche progressiste et positive. Et c'est ce que nous avons voulu à Bram. Oui, en 4 ans, nous avons parcouru du chemin. Je remercie les intervenants d'avoir fait le trajet. Alors nous le faisons souvent, et pour ma part quasiment toutes les semaines, pour monter à Paris. Alors on voit que venir à Bram, en Occitanie, ce n'est pas un déplacement, c'est un voyage. Et c'est pourquoi la démonstration de Bram et de votre présence, c'est la démonstration qu'il n'y a pas de territoire éloigné, que les grandes voix associatives, économiques, intellectuelles viennent à Bram. C'est la reconnaissance de ces classes populaires. Parce qu'à plusieurs intervenants, en préparant bien sûr cette journée, je leur avais dit, là vous avez dans le public plus de 2000 personnes, certainement proches de 2500. Ce sont des personnes modestes, ce sont des classes moyennes, qui ne vont pas souvent venir vous voir dans vos interventions, dans les émissions ou les cénacles parisiens. Et en venant ici, vous démontrez qu'il n'y a pas de territoire relégué et qu'il n'y a pas de petites gens. Et puis, Bram, c'est bien sûr aussi de dire que cette voix que nous avons portée, qui est différente du bruit et de la fureur, qui est radicale par la nuance, parce que je pense qu'en effet, il n'y a pas plus radical que la nuance dans ce monde de populisme, eh bien, on a démontré qu'il y avait une alternative. Et c'est une reconnaissance pour cette voie que nous avons choisie en 2022, que nous avons martelée, parce qu'en effet, avec sincérité, avec cohérence, nous avons voulu rappeler que la gauche républicaine et pour la croissance durable était la seule voie qui comptait pour redonner espoir aux Français, pour nous reconnecter au peuple. Et c'est la démonstration que nous avons toujours préféré le débat au combat entre nous, mais qu'en revanche, se battre pour la justice sociale et pour le peuple, oui, nous serons toujours là. Alors, face aux meutes vindicatives, soudées par des préjugés communs et par la haine de l'autre, nous proposons un nouveau récit français, un récit positif et progressiste. Alors souvent, on entend que quand nous proposons un récit français progressiste et positif, quand nous parlons de certaines réalités sociologiques, électorales, nous ferions le jeu d'eux. Le jeu d'eux. Je voudrais rappeler qu'à l'époque du stalinisme, déjà les écrivains qui dénonçaient le goulag étaient taxés de faire le jeu du fascisme. Ici, nous ne faisons le jeu de personne, parce que dans notre histoire, dans notre quotidien, nous ne savons que trop ce que sont les haines racistes, antisémites,
les idées de l'extrême droite qui font tomber la République. Ici, nous tenons bon face aux populistes pour ne tenir bien pour le peuple. Ici, nous nous tenons droit devant nos monuments aux morts et en mémoire de ceux qui ont péri pour la République et contre le fascisme et le nazisme. Alors nous allons continuer à construire ce récit français positif et progressiste. Nous allons le construire en démontrant qu'en conciliant les enjeux, nous rassemblons les Français. Parce que les Français veulent le rassemblement, ils veulent l'apaisement, ils veulent du respect, de l'écoute. Ils veulent se rassembler autour d'objectifs clairs et partagés pour une meilleure vie. Et c'est à nous de leur proposer, avec humilité, avec responsabilité, un projet crédible et positif pour redresser le pays. L'idée force, c'est cela, de ce récit français. Concilier pour réconcilier. C'est ma conviction profonde. La société de l'affrontement, celle du plus fort, du plus cynique, constitue un danger mortel pour notre démocratie, parce qu'elle instille de la violence dans tous les rapports sociaux. Cette violence du quotidien, politique, économique, sociale, sociétale, est un véritable marchepied pour les populistes. Concilier pour réconcilier, c'est garantir au contraire le respect à chacune et à chacun. C'est garantir une parole entendue, une place dans la République, quel que soit son milieu social, quel que soit son territoire. Que l'on habite un quartier défavorisé, que l'on habite un territoire isolé en montagne, c'est une place pour chacun dans la République. Concilier, ce n'est pas reculer, bien au contraire. C'est remettre la recherche du bien commun et donc de la politique au cœur même de notre promesse républicaine. Concilier, c'est aussi arbitrer, parce que, comme le disait Mendes France, gouverner, c'est choisir. Et non laisser le marché dicter sa loi en attendant un ruissellement magique que certaines nous avaient annoncé et qui n'est jamais venu. Ce matin, cet après-midi, vous l'avez vu, d'autres choix sont possibles que ce ruissellement, que c'est en même temps. Et ce sont des choix, dans le moment que nous traversons, qui sont des vrais choix de civilisation, qui engagent l'avenir du pays et notre destin collectif. Nous pouvons regarder la violence du débat idéologique autour de la taxe Zuckman. La justice fiscale reste un combat majeur dans ce pays, parce qu'il renvoie à la conception même de ce que doit être notre société. Rappelez qu'en 30 ans, le patrimoine des plus grandes fortunes de France a progressé en 30 ans de 1300%, pendant que le salaire net moyen d'un salarié de le privé progressait de 13%. C'est cela la réalité. 1300% d'un côté, 13% de l'autre. Alors, dans une société mature, responsable, chacun doit contribuer à la hauteur de ses revenus en conciliant et en garantissant un juste équilibre entre création et partage des richesses, entre solidarité et compétitivité. Non, il ne s'agit pas de taxer les plus riches pour taxer juste les plus riches, comme nous le serinent à longueur d'antenne. Il s'agit d'affirmer que notre promesse républicaine ne survivra pas longtemps aux injustices toujours plus flagrantes, aux inégalités toujours plus grandes, et qu'aucun mur, pas même celui de l'argent, ne garantira demain la concorde dans le pays. Nous devons aussi faire des choix et choisir que la France soit la France de la production durable, parce que nous pouvons concilier économie et écologie. Et là aussi, cessons les caricatures pour reprendre le chemin de l'intérêt général. Concilier aussi cohésion sociale et lutte contre le réchauffement climatique. Concilier économie et écologie, c'est investir, par exemple, dans le mix énergétique, développer les énergies renouvelables, comme nous le faisons là aussi dans ce département de l'Aude, avec les champs d'éoliens flottants qui, d'ici quelques semaines, vont produire de l'électricité verte pour
plus de 120 000 habitants dans un premier temps. C'est cela la réalité. C'est concilier l'économie et l'écologie. Nous avons créé une filière économique sur la question de l'éolien flottant. L'Occitanie a été à la pointe et en même temps, nous avons cette capacité à produire des énergies renouvelables. C'est aussi promouvoir le train et faire en sorte qu'il soit utilisé quand c'est possible et au maximum. 14 millions de billets à 1 euro. 14 millions de billets à 1 euro. Il n'y a aucune région qui le fait en Europe. En Europe. Nous avons 6 millions d'habitants. Nous avons 6 millions d'habitants. Chaque année, c'est 14 millions de billets à 1 euro. C'est un choix que nous faisons avec ma majorité parce que le coût du billet, ce n'est pas 1 euro. On dépasse plus les 20 euros. C'est l'argent public, c'est un choix politique de favoriser le train et de favoriser les petits prix. Ça, il était absolument indispensable de le rappeler. Et puis, concilier pour rassembler, c'est aussi promouvoir dans la gouvernance de nos entreprises une plus grande association de nos salariés et donc des syndicats. J'ai été ministre en charge de l'économie sociale et solidaire et nous devons nous inspirer de ces modes de gouvernance où il y a un dialogue beaucoup plus fructueux, beaucoup plus rapproché entre les patrons et les salariés. Il n'est pas question de les opposer, mais au contraire de les rassembler. Et ce sont là des choix que nous devons faire, des choix porteurs d'espoir. L'espoir, ce mot qu'on n'entend plus dans le débat politique français. Et c'est pourquoi le rôle de la gauche aujourd'hui est d'écrire ce nouveau récit d'espoir avec les Français. Ce récit d'espoir avec les Français, nous l'écrivons, nous le faisons vivre dans nos villages, dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, dans le travail parlementaire, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Et nous devons être la gauche qui dit oui, la gauche qui est positive, la gauche qui dit oui à la République. La gauche qui dit oui à l'émancipation par l'école et la culture. La gauche qui dit oui au travail avec une juste rémunération. La gauche qui dit oui à l'emploi. Et la gauche qui démontre qu'on peut concilier économie et écologie, écologie et sociale. Nous le pouvons et nous le devons. Alors nous le faisons, il faut en être conscient, nous le faisons dans le travail parlementaire. Cela a été rappelé ce matin, que ce soit à travers la loi portée par Guillaume Garot sur la question des installations de médecins, que ce soit aussi à travers la loi pour lutter contre le narcotrafic. Nous le faisons, mais nous le faisons aussi localement. C'est bien entendu ce qui se fait pour les services publics à Saint-Nazaire ou à Mitry-Mory. C'est également la participation citoyenne, comme à La Réole ou à Frontignan. C'est également la Maison des liens à Douai. J'ai même un regard pour le département du Nord, cher Patrick. C'est soutenir le secteur associatif, la culture, le sport, comme à Colomiers ou à Limoux. Ce volontarisme du quotidien, c'est un socle. Et si l'addition de politiques locales ne fait pas un projet de société, nous le savons, elle démontre néanmoins que le changement avec et pour la population est possible. Et voilà pourquoi j'appelle à changer de méthode. Sortons de la guerre des égos, des chapelles, des appareils, pour revenir à l'essentiel, le projet, le récit français, progressiste et positif. Sortons du piège du présidentialisme qui empêche de travailler en commun pour un commun républicain. Nous avons le temps. Nous avons le temps.
de déterminer comment sera fait le choix de l'incarnation, mais en premier, reparlons aux Français. Il faut leur reproposer un projet de société qui leur donne fierté, qui leur donne espoir, qui leur démontre que nous connaissons leur quotidien, que nous les écoutons, que nous les respectons et surtout que nous les élevons pour l'avenir de leurs enfants. La gauche, ce n'est pas un clan. La gauche, ce n'est pas un camp. Et à chaque fois que la gauche a gagné, il faut s'en souvenir. La gauche était le visage et la voix de la France et de toute la France. Alors, la gauche, dans ces temps que nous traversons, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, la gauche doit être la voix de l'apaisement et de l'ambition. Et cela doit s'incarner, selon moi, dans un nouveau contrat social et démocratique. À la société de l'affrontement permanent, nous devons opposer une société de l'attention et du respect permanent, une société qui protège, qui donne une chance à chacune et à chacun, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son lieu de vie, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Et nous devons bâtir sur ce contrat social sur 4 axes majeurs. Je n'en citerai pas plus, mais 4 qui me semblent fondamentaux, qui doivent être complétés, mais ces 4-là sont indispensables. De la crèche aux maisons de retraite, la non-marchandisation de la vie. Je reprends ce qu'a développé Boris Vallaud sur cette question de la non-marchandisation des services aux personnes vulnérables. Concrètement, la gauche, ce que nous devons défendre, c'est un financement juste des crèches et des maisons de retraite. Aujourd'hui, les recettes des crèches et des maisons de retraite proviennent au minimum aux 2/3 de la sécurité sociale. Et quand nous voyons qu'il y a des grands groupes qui gèrent soit des crèches, soit des maisons de retraite, les différents scandales sont dans votre mémoire, nous comprenons que c'est l'argent de la sécurité sociale qui a été économisé sur le nombre de couches ou sur l'alimentation de nos enfants ou de nos aînés pour faire des profits pour des plus grandes entreprises. Alors sur la question des services pour les plus vulnérables, pour les crèches, pour les maisons de retraite, nous devons défendre une gestion publique ou une gestion privée à but non lucratif. Benoît Hamon, vous en avez parlé l'année dernière à cette même tribune. Et c'est cela que nous devons porter, parce qu'il ne peut pas y avoir de profit ni sur nos aînés, ni sur nos bébés. C'est une condition de dignité et nous devons défendre que la gestion de ces services pour les personnes les plus vulnérables, c'est soit le public, soit le privé à but non lucratif. Le deuxième axe fondamental, ça ne va pas étonner grand monde dans cette assemblée, c'est l'école, c'est l'éducation. Nous devons redonner une priorité à l'éducation, parce que l'émancipation, c'est la promesse de demain. Et quand nos jeunes ont l'espoir d'une vie meilleure, ça veut dire que les parents, les grands-parents ont aussi une espérance. Nous devons être conscients que les déterminismes sociaux se sont vraiment maintenant révélés dès le moment de la crèche, dès la petite enfance. Et c'est pourquoi il faut défendre un service public de la petite enfance. Il doit y avoir une formation beaucoup plus forte de nos personnels dans les crèches et nous devons aussi avoir un réseau sur les assistantes maternelles et les former. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, le nombre de mots maîtrisés par un enfant
à 2 ans et demi, 3 ans, est lié à ses origines sociales. Et ce capital culturel qui a été si bien décrit par Bourdieu, il est aujourd'hui encore et toujours trop inégal selon les origines sociales. Et c'est pourquoi nous devons porter un service public de la petite enfance. Et c'est pourquoi nous devons être aussi sur une école à 4 jours et demi. Parce que l'école, c'est l'apprentissage. Parce que l'école, c'est l'apprentissage des savoirs de base, c'est l'apprentissage pour être citoyen, mais c'est aussi l'ouverture au monde. Et c'est là, dans l'école, et avec 4 jours et demi, qu'on peut lutter contre le déterminisme social. Moi, je l'ai vu en tant que mère, passer de 4 jours à 4 jours et demi, ça a changé le regard de certains enfants. Parce que quand ils étaient entourés par des professionnels de l'éducation ou par des acteurs culturels ou par des associations sportives, ces enfants, ils avaient un horizon plus grand et ils avaient des yeux qui pouvaient voir plus loin. Et c'est cela que nous devons remettre. C'est des étoiles dans les yeux de nos enfants. Et nous devons bâtir cette société d'une école là aussi retrouvée. Nous devons aussi revoir complètement la formation de nos enseignants, que ce soit en formation initiale ou que ce soit en formation continue. Il faut permettre aussi des passerelles, parce qu'être enseignant pendant plus de 40 ans, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on ne peut pas permettre des temps de respiration, des temps d'expérimentation dans d'autres fonctions publiques ou dans le privé, ou au contraire, favoriser aussi des passerelles du privé vers le public? C'est ça que nous devons mettre en œuvre. Et puis, bien entendu, la question de l'orientation. Parce que là, nous devons faire en sorte que chaque enfant, quelles que soient ses origines sociales, il ait la connaissance de tous les champs des possibles. Et puis, troisième pilier, la santé. Aujourd'hui, les urgences sont saturées. C'est plusieurs semaines d'attente pour des rendez-vous, où ce sont des distances très très longues pour arriver chez un spécialiste. En 2000, la France était classée parmi les 3 meilleurs systèmes de santé au monde. Nous occupons aujourd'hui la 23e place. Et cela, c'est impossible à accepter. Nous devons donc, bien sûr, décréter la lutte contre les déserts médicaux comme une priorité nationale, comme le propose Guillaume Garot, mais nous devons aussi favoriser et aider les collectivités locales pour recruter des médecins, comme la région Occitanie le fait. J'ai signé 110 contrats de médecins sur ce 2e mandat, 110 contrats de médecins. Nous devons, nous aussi, la gauche, porter des politiques de prévention beaucoup plus fortes, parce que nous n'avons pas, nous, en France, des politiques assez fortes sur la prévention en matière de santé, que ce soit sur la question alimentaire, que ce soit sur la pratique sportive, que ce soit sur les questions d'hygiène de vie. Et cela aussi, nous devons l'investir fortement. Et puis, le 4e pilier indispensable, c'est garantir la sécurité et la tranquillité publique. Nos concitoyens subissent différentes sortes d'insécurité. Il faut n'en négliger aucune, n'en accepter aucune. Du harcèlement scolaire au narcotrafic, en passant par les violences sexistes, sexuelles, intrafamiliales, les insécurités qui frappent tous les âges, tous les milieux, tous les territoires. Et c'est pourquoi la réponse doit être globale, pour qu'elle soit efficace et proportionnée, pour qu'elle soit républicaine. Nous avons eu avec Bernard Cazeneuve un grand Premier ministre, mais un grand ministre aussi de l'Intérieur. Et nous devons rappeler que nous devons avoir une meilleure répartition plus claire, plus visible entre police et gendarmerie, en leur donnant les moyens technologiques pour toute la question des investigations. Nous devons également renforcer les compétences de la police judiciaire et également toute la question de la formation.
Et puis, ces juridictions de droit commun, aujourd'hui, elles sont le premier contact avec la justice pour nos concitoyens. Et elles n'ont plus les moyens, ni dans les temps, ni sur la question des personnels, de pouvoir rendre la justice dans des délais acceptables. C'est cela que nous devons porter. Mais tout cela n'est possible que dans un cadre institutionnel décentralisé. Et c'est pourquoi nous devons avoir aussi, nous la gauche, cette portée d'une plus grande décentralisation, avec un État fort sur ses compétences régaliennes, mais avoir plus de pouvoir aux communes, aux départements et aux régions. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, nous sommes dans un moment de vérité face à l'état du monde et du pays. Et je crois qu'avec ces premières pistes d'un récit français positif et progressiste, nous posons les bases pour parler au peuple et donc se débarrasser des populistes comme nous y ont encouragé Éric Orsena et Alain Bauer, avec courage et avec travail. Et j'aime cette phrase de Georges Clemenceau. Il écrivait ceci: « Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » Courage et travail. C'est ce qu'attendent les gens de la politique, du sens, de l'action, du concret. S'affirmer pour la gauche, c'est aller à la rencontre des Français, sortir de l'entre-soi, des querelles politiciennes ou des accords d'appareil, et surtout aller à l'encontre de nos responsabilités. Faire que la France ne sombre pas de nouveau dans ses heures les plus sombres. Faire que la France soit généreuse, joyeuse, confiante. C'est ce à quoi nous devons travailler ardemment. Nous devons travailler ardemment à un nouveau récit qui prend en compte la soif inextinguible, absolue de justice du peuple français, de la lutte contre le réchauffement climatique et d'une France forte dans une Europe puissante. C'est cela. C'est cela notre avenir et c'est cela notre commun, la République en commun. Alors ici, aux rencontres de la gauche, ici à Bram, nous ne manquons ni de courage, ni de cœur à l'ouvrage. Alors ensemble, avec force, avec courage, avec détermination, avec puissance, nous allons relever le défi de donner confiance au peuple, aux citoyens de France, pour une France plus juste, pour une France plus sociale, pour une France plus écologique, pour une France en grand, pour une France généreuse et pour la France que nous aimons et pour la République en commun. Je vous remercie. Merci d'applaudir comme il se doit notre présidente de région et j'invite nos éminents responsables, Bernard et tous les amis qui sont au premier rang de venir nous rejoindre et j'appelle aussi nos jeunes socialistes de nous rejoindre, nos jeunes. Merci encore à tous, vous pouvez applaudir chaleureusement, chère Carole, cette belle journée, ce grand moment qui a été sûrement inoubliable et qui restera inoubliable en espérant qu'on puisse construire un avenir serein et certain. Merci Carole. Merci Carole. Merci de venir. Voilà, rejoignez-nous. Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang là. Regarde, sous mon sang la grenade. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang là. Regarde, sous mon sang là.
sang la grenade, sous mon sang la... Nos parlementaires, nos présidents de conseils départementaux, n'hésitez pas à monter sur scène à nos côtés. Merci d'applaudir très chaleureusement également tous ces bénévoles qui ont permis cette belle organisation des rencontres de la gauche à Bram. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Soyez remerciés pour votre présence et votre engagement à nos côtés. Et j'oublie pas tous les intervenants qui ont participé à l'organisation également de cet événement. S'il vous plaît. La vie è parlava de pomati al portale mentre il sole sperava. Merci à tous, vous pouvez encore vous applaudir. Merci Carole, merci à tous nos responsables et à vous tous d'être présents à nos côtés. Et merci à Kamel. Merci à Kamel Chibli, un grand bravo. Allez Kamel. Allez, Sigur che tomba, 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 ben colcata Dio sedia. Si tu le stires for perché io le stiro for per ya. merci à tous les bénévoles. Merci à tous. Bravo. Et là, on prend le verre de l'amitié et ensuite fiesta. Voilà. Hein, c'est ça, monsieur Chibli. Allez, le programme là, on va discuter, on va se retrouver au village associatif. Voilà. Allez, à de suite. Moi je suis l'embêteur de service. Les chaises, si vous pouvez pour certains les empiler, ça aidera nos bénévoles. Ça serait super sympa. Bien sûr, bleu avec bleu, vert avec vert. Pour ceux qui arrivent à faire la séparation des couleurs. Si vous pouvez nous aider, ça sera toujours ça de gagner pour nos bénévoles. Merci Claudie, merci de nous accueillir Abraham, très sympa. Merci Kamel. Merci à tous. On vous retrouve dans le village associatif pour faire la fête. Tornem a dire